de Lubumbashi, qu'est-ce qu'on a constaté? Pour l'élection du chef de l'État, il n'y a pas de problème, les présidentielles. On n'a pas du tout de problème. La Constitution nous demande de convoquer l'élection présidentielle 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Cela veut dire que ça doit être en mi-août. Là, on peut le faire demain sans problème. Quand nous sommes réunis à Lubumbashi, d'abord les gens, on nous accusait déjà de vouloir découpler les élections présidentielles des élections législatives. Évidemment, quand vous regardez la situation sur le terrain, aujourd'hui, on doit finir l'enrôlement, la révision du fichier électoral. Ça va nous amener jusqu'à fin juin, mi-juillet. Le temps de nettoyer les doublons, d'avoir un fichier propre, ça va nous prendre un mois. Il faut que l'Assemblée nationale revienne pour nous donner la liste à la loi et répartir les sièges. Bon, le temps qu'on puisse maintenant faire appel à la candidature pour les députés nationaux et qu'on commande les bulletins de vote, normalement, si on veut suivre la logique des gens, et si les gens veulent, les législatives ne peuvent se tenir que l'année prochaine, en début de l'année prochaine. Ça, c'était la conclusion à laquelle nous sommes tous arrivés à Lubumbashi. Mais le bureau de la CNI s'est réuni et nous nous sommes dit que la question des élections, elle n'est pas seulement technique, elle est essentiellement politique. On venait d'amender la Constitution et beaucoup de personnes n'étaient pas contentes. Il y a eu beaucoup, les gens ont réagi de diverses manières. Et nous avons la responsabilité d'organiser des élections apaisées dans ce pays. Pas seulement organiser des élections pour les organiser, il faut qu'on aille dans un climat apaisé. D'où nous nous sommes dit, nous devons prendre un courage politique de coupler les élections. Amener les présidentielles et les législatives nationales ensemble, ça donnerait de la chance à tout le monde et surtout avoir un climat apaisé. Je l'ai dit au départ, pour le président de la République, ça ne cause aucun problème. Je peux convoquer l'élection du chef de l'État et selon la Constitution, j'ai fait appel à la candidature au mois d'août. En septembre, on commande des bulletins de vote. En septembre, on a l'élection du chef de l'État. Il est élu. Le chef de l'État me prête serment. Et je sors net. Je n'ai des problèmes ni avec la loi, ni avec quoi. Mais la grande préoccupation, moi j'ai pensé, j'ai une responsabilité de la paix sociale dans ce pays. J'ai une responsabilité d'un climat apaisé. C'est pourquoi nous faisons des efforts pour qu'on puisse coupler avec les législatives. Déjà, un tour, c'est un problème. Alors vous séparez, on va vous accuser de créer une majorité de fait. Parce qu'un chef d'État qui est déjà élu, personne ne va voter pour un député dont le président a perdu. Donc vous créez une majorité fausse dans le pays. C'est conscient de ça que le bureau de la CNI a dit, non, nous devons travailler pour qu'on puisse les mettre en ça. On a fourni beaucoup d'efforts. Et nous nous sommes dit, nous devons rester dans la Constitution, c'est laquelle convoquer le scrutin présidentiel dans les 90 jours. Il y a une différence entre convoquer et organiser. Déjà, quand on fait appel à la candidature, c'est la convocation. On n'a pas dit organiser dans les 90 jours. La Constitution dit convoquer les scrutins présidentiels dans les 90 jours qui précèdent la fin du mandat du président en exercice. Nous avons fait des efforts. Nous convoquons le scrutin à cette période-là. On prend les candidatures et nous nous disons la date fatidique, c'est le 6 décembre, à laquelle le chef de l'État a prêté serment. Nous avons l'élection. Nous avons l'élection du chef de l'État le 20 décembre. C'est avant la fin du mandat. Le 20 novembre plutôt. Le 20 novembre. C'est 28, hein? 28 novembre plutôt. 28 novembre, élection du chef de l'État. Il est élu. Et le 6 décembre, nous publions les résultats du chef de l'État élu. Et puis bon, on laisse à la cour les temps de contentieux et les temps de choses pour qu'à ce moment-là, finalement, on ait les résultats définitifs. Donc nous sommes laissés dans les textes. C'est vrai, il y a des problèmes logistiques, les gens peuvent parler, mais nous sommes en train de nous arranger pour répondre aux problèmes logistiques nous-mêmes. Donc jusqu'à là, avec la loi, avec les textes, on n'a aucun problème. Et je vous assure que les élections seront bel et bien organisées cette année. Monsieur le pasteur, quelles sont les différences pratiques qui rendent plus difficiles les élections législatives que les élections présidentielles? Oui, législatives, on s'attend à plus de 10 000 candidats. Et chez nous, ce sont les bulletins à papier. Il faut d'abord avoir toutes ces candidatures, les accepter, et puis
aller imprimer les bulletins de vote. C'est un document sensible qu'on ne peut pas imprimer ici pour éviter la fraude. On doit le faire à l'extérieur. Donc pour un bulletin de vote, vous avez un syllabus. Donc c'est des tonnes et des tonnes de bulletins de vote qu'il faut imprimer. Ça doit vous prendre 1 à 2 mois pour les imprimer, les ramener ici et les rapatrier, les répartir dans les différents sites. Mais pour les chefs d'État, si nous avons 30 ou 40 candidats, c'est en un jour. C'est imprimé, c'est distribué. Et la République démocratique du Congo, c'est la circonscription unique pour les chefs d'État. Il n'y a pas de circonscription à couper. Donc les bulletins sont distribués partout de la même manière. Vous n'avez pas calculé, non. Ce député, il est de là, ce député, il est là. Voilà un peu la différence qu'il y a. Donc c'est simple. Et puis, et la loi est tout. Et puis pour les législatives, nous n'avons pas de contraintes constitutionnelles, non. On dit que la nouvelle, l'Assemblée actuelle ne peut partir que quand l'autre sera établi. Donc pour les législatives, on n'a pas de contraintes. Mais nous sommes conscients de la stabilité politique. Nous sommes conscients qu'on ne doit pas créer un vide. Nous sommes conscients d'être de bons arbitres en tenant compte des contraintes et de la paix sociale. La loi électorale est toujours en discussion maintenant. Le texte est arrivé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais ils ont 48 heures. Enfin bon. Quels sont les grands enjeux, les grandes questions qui posent problème dans cette loi électorale? D'abord, on voulait nous sortir une nouvelle loi, ce qui allait carrément nous déranger. Nous sommes un pays post-conflit. La loi qu'on a eu la fois passée n'a pas été mauvaise. Elle nous a permis d'avoir des élections et d'avoir les institutions actuelles. Aller complètement la changer et créer une nouvelle loi, nous, à la CNI, nous nous sommes dit que ce n'était pas possible. Nous avons souhaité qu'on puisse amender la loi. Parce que d'ailleurs, c'était la CI, c'est la CNI, donc il faut qu'on change. Dans le temps, on allait à 2 tours de l'élection présidentielle. Maintenant, c'est un seul tour. Et nous nous sommes dit, on doit garder la proportionnelle parce que ça permet à tout le monde de pouvoir participer, mais les petits partis. On ne veut pas que tous les grands absorbent tous les petits. Sinon, ça ne va pas. Ça va priver certaines personnes de participer aux élections. Et il y avait la question du seuil de représentation. Nous nous sommes dit un grand seuil va exclure les gens. Il faut qu'on ait un petit seuil. Entre 3 et 7%, pour nous, ça ne cause pas de problème. Donc, nous sommes en train de demander qu'on garde presque la même loi, qu'on puisse l'amender pour qu'on donne la chance à tous les partis, à tout le monde de contribuer au jeu politique. Mais vous allez être entendu, parce qu'il semble qu'il y a quand même beaucoup de... On avait mis de l'Intérieur aujourd'hui qui lui parlait de seuil entre 10 et 25%. Non, on ne veut pas. Nous sommes le pouvoir organisateur. Nous avons la responsabilité de la paix dans ce pays. Si les gens prennent les armes, ce n'est pas ces gens-là, à un moment donné, ils se voient exclus du jeu politique. Il ne faudrait pas parce que la majorité, parce qu'elle est la majorité, elle a tous les moyens, elle peut tout faire, elle peut tout organiser, elle peut tout dominer. Et finalement, quelles sont les conséquences d'après les élections? Nous voulons qu'après les élections, qu'il y ait la paix sociale. Et que les élections pour lesquelles on s'est battu, qu'on puisse avoir le fruit des élections organisées. Donc c'est pour cela que nous disons, le seuil doit varier, doit être moins de 10%. S'il veut un seuil, moins de 10%, ça va nous aider. Mais au-delà, ça ne va pas. C'est pas bon. Et j'espère que la majorité va nous écouter, parce que nous voulons les élections pour qu'après on ait la paix. Pas organiser les élections là où demain on sera tous perdants. Nous voulons que tout le monde gagne dans ce pays. Que le Congo gagne avec les élections. Pas qu'un groupe gagne. Non, dans la société civile, on parle beaucoup d'une nécessité de sensibiliser les citoyens aux élections. Et comment la CENI participe à ça? Oui. Est-ce qu'elle a les moyens de le faire? La communauté internationale et le gouvernement, dans leur budget, n'ont pas pensé à la sensibilisation. Ils ont donné l'argent pour tout, sauf pour la sensibilisation. Et quand nous sommes arrivés, nous commençons maintenant à couper sur nos frais de fonctionnement pour commencer à sensibiliser les gens. Et je me dis, vous n'allez pas demander à quelqu'un d'aller aux élections si la personne n'est pas sensibilisée. Donc nous sommes en train maintenant de couper sur nos frais. Nous avons signé des accords avec les télévisions des églises, écoute, les mondes associatifs, qu'on coupe de nos frais pour les aider à faire la sensibilisation. Sinon, sans ça, ça ne peut pas marcher. Pouvez-vous expliquer de quelle manière concrètement la population se fait enrôler? La population, écoute, elle part au centre d'inscription, elle arrive avec, si tu as la carte d'électeur des élections passées 2006, tu avais cette carte-là, tu la présentes, on va t'enregistrer, on t'enrôle, on prend les empreintes digitales, après tu as ta carte et tu es parti. Mais l'ancienne carte-là n'est plus valable. Si tu n'as pas la carte de 2006, pour ceux qui n'ont pas voté en 2006, la loi permet que la personne peut aller avec sa carte d'identité, la personne peut aller avec sa carte d'élève,
La personne peut aller avec sa carte de service, la personne peut amener même son passeport et même son permis de conduire. Tu arrives, on te reçoit, on t'enrôle gratuitement et tu as ta carte et tu pars. Si tu n'as aucune de ces pièces-là, tu prends 5 personnes qui ont été enrôlées dans les mêmes centres comme toi, qui te connaissent, ils vont te présenter, on va t'enrôler. Où est-ce qu'on est dans le financement des élections? La clé de répartition a changé par rapport à la dernière fois. L'argent, à quel pourcentage est-il déjà rentré dans vos caisses? En tout cas, pour l'instant, le gouvernement se comporte bien. J'espère qu'il ne va pas s'essouffler. J'attends mes 22 millions dans les 48 heures qui viennent. En tout cas, pour le fichier électoral, pour compléter le fichier électoral, le gouvernement me donne le solde dans les 48 heures. Les 22 millions qui me restent pour compléter le fichier électoral. Il y avait 37, j'ai reçu il y a 2 semaines 15 millions, il me restait 22 millions que nous comptons recevoir, tomber dans nos livres dans les jours qui viennent. Et là, ça avance. Au contraire, bon, la communauté internationale, on a un peu de difficulté. Parce que bon, il y a les paiements, les structures sont très compliquées. Vous devez passer par des procédures, par ceci, par cela, parce que les agents électoraux qui sont sur le terrain sont payés par la communauté internationale. Parfois, les paiements ne viennent pas, ils entrent en grève, ils ne veulent pas travailler. Maintenant, nous étions obligés de sortir des fonds du gouvernement pour commencer à payer à la place de la communauté internationale. Pour l'instant, la partie gouvernementale joue bien son rôle, mais j'espère qu'ils ne vont pas s'essouffler. Mais jusqu'à présent, pour le fichier électoral, nous avons la garantie, les derniers 22 millions de dollars, on les attend sur nos comptes dans les 48 heures. Pardon, excuse-moi, vas-y. Pour la partie de la communauté internationale, les promesses de dons sont faites ou il y a toujours des trous dans votre budget? Non, écoute, ce qui est vrai, cet argent-là, on ne le touche pas. C'est que cet argent de la communauté internationale arrive, l'argent est géré par la communauté internationale. Ils font les dépenses pour nous. L'argent que nous touchons, c'est l'argent du gouvernement congolais. Alors on dit, bon, eux disent, ils vont payer des gens électoraux, ils vont payer les transports, ils vont payer ceci, ils vont payer cela. C'est l'argent qu'ils mettent dans les basket funds. Mais nous, on n'a pas accès à cet argent-là. Mais ce que nous remarquons, peut-être à cause du changement qu'il y a eu, il y a du retard dans les paiements des agents, ça donne des mécontentements. Les policiers qui sécurisent les centres ne sont pas payés et ils commencent à abandonner les centres. Et nous sommes obligés maintenant d'intervenir avec les fonds du gouvernement. Mais les promesses de dons pour le total de la communauté internationale sont faites. On sait qui va payer quoi? Oui, on sait. Oui, dans le 40%. Elles sont suffisantes? Pour l'instant, en tout cas, pour le fichier électoral, je n'ai pas de problème. Hein. Maintenant, le problème, c'est le scrutin lui-même maintenant. La dernière étape va commencer maintenant. On attend maintenant les fonds pour le scrutin lui-même. Pour commander la quincaillerie, les urnes, les ceci, c'est là. Bon, c'est là. Mais la partie la plus complexe, c'est celle du fichier électoral. Et le budget total, ça va représenter quoi? Le budget total pour tous les cycles électoraux, c'était à 738 millions de dollars. Par rapport à 2006, c'était 1 milliard en 2006, un peu plus? Oui, 1 milliard, c'est un peu moins. Oui. Et ça va poser des difficultés, j'imagine. Enfin, ça en pose déjà avec les policiers, manifestement. On espère. C'est fermement engagé ou c'est encore un peu flou? Écoute, il y a 2 langages. Hein. On peut te dire on s'engage et à l'intérieur on s'engage pas. Jusqu'à présent, en tout cas, je n'ai pas à connaître. Je veux que l'engagement est là. Si c'est un autre discours, nous allons voir maintenant avec le fichier électoral. Bon, quand ça va finir, parce qu'on doit déployer les choses, on doit aller. Mais nous, on est prêts. On est prêts. Moi, je dis que nous avons été choisis pour organiser les élections et les organiser cette année. Là où la communauté internationale fait faillite, moi, j'avais les fonds du gouvernement. Moi, on m'a choisi pour organiser les élections dans les délais et je vais les organiser. Je ne vais pas gérer... Je suis prêt à brûler certaines règles pour que j'arrive à mon délai. Si je demande un avion, on ne me le donne pas demain, je prends un privé, j'ai mis mes transports des histoires, on paye, on est parti. Voilà ma position. Certains dans le rapport de l'International Credit Group, vous accusent de n'être pas assez indépendant du président, d'être un membre fondateur de son parti. Comment est-ce que vous répondez à ces questions-là? Oh, ça... Écoute, comme juge par les actes, quand on a commencé, avant de nous choisir ici, les gens ont allé, les fondateurs du PPRD, sont allés fouiller. Il restait Moïse Xaïba dans la tombe de ma mère si l'acte de signature du PPRD, l'acte de création du PPRD était là. Ils n'ont pas trouvé la signature. Donc je n'ai jamais signé l'acte de création, non. Je les ai aidés au départ. Moi, je les ai aidés, monsieur. Vous n'allez pas avoir un parti État ici, créez votre parti. Et ils l'ont créé, je n'ai jamais signé. Ils sont allés même... Si la tombe de ma mère était, ils allaient ouvrir là-bas. Non. ICG doit faire son travail.
S'ils veulent s'informer, on n'a qu'à s'informer chez nous. Vous n'êtes pas membre fondateur du parti? Non. Et jugez-moi par mes actes. C'est tout, jugez-moi par mes actes. Voilà le travail que j'ai fait. Il programme l'apocalypse, moi je vais les démentir. Je vais les démentir quand les élections auront lieu dans ce pays et dans la pays. Ils seront démentis. Pour les Congolais de la diaspora, comment peuvent-ils participer aux prochaines échéances électorales à partir du pays où ils vivent? Moi je reçois la loi. Si la loi me dit qu'ils organisent, je vais organiser. Si la loi ne le permet pas, donc je n'attends que c'est la décision du législateur. Moi j'applique la loi qu'on me donne. Et là, c'est prévu dans la loi électorale qu'il y a un chapitre sur le vote de la diaspora ou... Non, à ma connaissance, non. Ils ne vont pas pouvoir voter. Non. Et vous pensez C'est que c'est triste. quand même intéressant que C'est pas bon. la diaspora vote? Ce serait bien qu'ils votent? Ce serait bien qu'ils s'expriment, c'est très bon. Mais la loi qu'on me donne, moi je l'applique. Hein. Tel qu'on me la donne, moi je l'applique. Parce qu'ils participent quand même, on peut dire que la plupart des familles ici vivent des transferts qui viennent de leur famille d'Europe. Donc ils participent quand même à la vie de leurs membres de famille. Ça aurait été bien qu'ils participent aussi dans les élections au choix des dirigeants. Mais si la loi ne le permet pas, moi je suis lié. Que pensez-vous de l'échéancier des élections locales à mai 2013? Le cycle électoral qui a été voté, il va de 2011 à 2013. C'est-à-dire tout le cycle, inclus les élections locales. Donc on est dans le bon. Parce que de toute façon, on ne va pas s'arrêter aux législatives provinciales, on va aller jusqu'à l'élection des maires. Nous, la CNI est engagée à accomplir tous les cycles électoraux. Et on va le faire. Il faudra des fonds supplémentaires? Non, le budget de 700 millions, c'est tout le cycle. Ah oui. C'est tout le cycle. Donc voilà, les élections auront lieu. Que les gens ne spéculent pas, moi je vais les organiser contre vent et marée. Donc il y aura combien de centres d'enregistrement alors actuellement et ce que vous souhaitiez, vous disiez? Nous voulons augmenter 2370 nouveaux centres dans tous les pays. Ce qui fait un total de 10 000 centres au total. 10 000 centres. Si on veut nous aller dans un centre pour voir comment ça se passe, il n'y a pas de problème, il ne faut pas être accrédité, Non, vous voyez, vous passez par le bureau de la CNI Kinshasa, on vous donne un passe, vous allez. La CNI, vous allez voir. On s'est dit, c'est où? Sur le boulevard. Sur le boulevard. À quel endroit? En face de l'immeuble, on attend. On peut y aller maintenant si on veut? Oui, vous pouvez y aller. C'est mieux, vous allez voir. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateurs, de témoins de partis dans les bureaux. Ça fait partie de l'éducation civique. Il faut commencer à observer aujourd'hui. Est-ce qu'on enrôle des petits-enfants? Est-ce qu'on empêche aux gens d'aller s'enrôler? Est-ce qu'on intimide les gens pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler? La fraude, c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On attend seulement le jour du scrutin là pour dire non. Mais là, moi, je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font. À ce moment-là, on va être des bons témoins de tous les cycles. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateur. Non, il n'y en a pas. Donc, même la porte elle est ouverte, même les témoins des partis ne sont pas là. Au Katanga, là au moins j'ai vu des témoins des partis qui étaient là. Mais à Kinshasa, entre là où j'étais, ils n'ont pas été là. À moins qu'ils commencent aujourd'hui. Et au Maniema, il y avait des témoins de l'IDPS ou de l'INC par exemple? Au Maniema, je n'étais pas encore venu, je n'étais pas encore aux affaires. Et au Bas-Congo, moi j'étais aux affaires dans le Kasaï, dans le Katanga, il y en a. Oui, dans le Kasaï par exemple. Dans le Katanga, l'UDPS était partout. Hein. L'UDPS était là, le MLC était presque absent, les autres partis étaient là au Katanga. Moi, là j'ai félicité l'UDPS, vraiment ils étaient là. Ici, je n'ai pas encore vu. Et vous êtes en fonction depuis quelle date précisément alors? Nous avons commencé le 3 février. 3 février. Et quel message voudrez-vous adresser aux partis d'opposition pour qu'ils envoient leurs témoins Non, mon message il est clair. D'abord, je voudrais affirmer que les élections auront bel et bien cette année. On ne va pas reporter d'un seul jour. Qu'ils se préparent, qu'ils mobilisent, parce que la CNI n'est pas là pour reporter les élections. Et nous faisons appel au gouvernement, nous les encourageons à mettre des moyens à notre disposition. À moins que la Cour suprême ne puisse pas nous donner la conformité. Si nous avons la conformité, les élections auront bel et bien lieu. Donc ils ont intérêt à envoyer leurs militants qui soient témoins dans les centres d'enrôlement pour s'assurer que tout se passe régulièrement.
Parce qu'on peut avoir les agents même de la CENI qui ne se comportent pas bien. Il faut qu'ils voient, qu'ils s'assurent que leurs militants sont en train de s'enrôler. Parce qu'ils ne pourront récolter que ce qu'ils auront sémé dans le fichier électoral. Donc c'est le moment pour eux de planter les voies là-bas. Parce que c'est les voies qu'ils ont plantées qu'ils auront récoltées par la suite. Mais je continue à dire, contre vent et marée, nous allons organiser des élections. On ne va pas suivre les médias. Nous avons notre objectif, c'est faire des élections. Et cette année, on ne va pas les changer. Pour quelle raison la Cour suprême pourrait dire stop? Parce que normalement, les gens disaient que le chef d'État devait prêter serment le 6 décembre. Et nous, on proclame les résultats le 6 décembre. Et nous avons saisi la Cour suprême parce que le président maintenant, il prête serment le 20 décembre au lieu du 6 décembre. C'est la seule raison. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Mais le reste, on n'a pas de problème.